Quel est le meilleur narratif sur lequel il faut surfer pendant le prochain bull run? Ça, c'est une question qui revient généralement pour ceux qui sont en train de chercher comment ils vont se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Et effectivement, une crypto-monnaie, c'est un projet et un projet tombe dans une catégorie. Et alors, quelle est la catégorie qui peut être intéressante pour ceux qui veulent peut-être faire beaucoup plus de profit pendant le bull run suivant? Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment les cycles des crypto-monnaies fonctionnent, comment les narratifs des crypto-monnaies fonctionnent. Dans le cycle précédent, on était dans le narratif de l'intelligence artificielle, on était dans le narratif des DEX, la finance décentralisée, tout ce qui était finance décentralisée, les NFT et tout ça. C'était des narratifs qui étaient très intéressants. Est-ce que ces narratifs sont toujours d'actualité? La réponse, c'est bien évidemment oui. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'écosystème, quand il se construit, il y a plusieurs briques qui se mettent sur place, qui se mettent en place. Et les briques ont tendance à être plus solides au fur et à mesure que le temps passe pour certains qui étaient là bien avant. Je m'explique. Quand on est en train de construire une maison, on commence par la fondation. Une fois que la fondation est déjà faite, ce qui est en haut peut changer au fur et à mesure qu'on avance. Tu peux arriver, tu te rends compte que peut-être tu avais prévu mettre quelque chose à un certain niveau et tu ajustes cela au fur et à mesure que tu avances. Tu peux arriver dans les finitions, tu ajoutes un petit élément que tu n'avais pas prévu et qui vient s'ajouter, mais qui n'était pas essentiel. Mais ce qui était essentiel à la base, c'est quoi? C'est la fondation. La fondation, c'est ce qui est plus solide. Et donc, dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui, la fondation de plusieurs projets, c'est d'abord la blockchain. Et maintenant, on va remonter pour chercher des éléments que les gens utilisent et que les gens ont besoin. Et quels sont les narratifs qui peuvent donc en découler. Vous aurez toujours besoin de trader de façon générale, que ce soit de façon centralisée, que ce soit de façon décentralisée. Donc, les DEX ou bien les exchanges sont toujours intéressants. Quand je parle donc d'exchange, je parle des tokens d'exchange. Quand je parle de token d'exchange, je vois le BNB, je vois le KuCoin, je vois la crypto-monnaie de Gate, je vois les crypto-monnaies des exchanges comme MEX, ainsi de suite. Donc, plus les gens ont besoin de trader, plus ils auront besoin des avantages sur ces plateformes et plus ils auront donc besoin des crypto-monnaies de ces plateformes-là. Voilà pourquoi le BNB sera intéressant parce qu'effectivement, il y a un besoin. Il y a une utilité. Pas forcément une utilité, mais les gens ont besoin pour au moins réduire les frais de transaction sur la plateforme. Et quand les gens ne vont pas aller sur les plateformes centralisées, ils vont aller sur les plateformes décentralisées pour échanger leurs crypto-monnaies et pour avoir les avantages là-bas, ils auront besoin des crypto-monnaies de ces plateformes. C'est pour ça que Uniswap, PancakeSwap, les DEX de façon générale, les pionniers sur leur blockchain sont toujours des crypto-monnaies qui sont intéressantes. Et vous allez également me dire, mais est-ce que ces projets qui étaient là depuis sont toujours intéressants? Ça dépend effectivement de comment est-ce que le projet se rebrande, de comment est-ce que le projet s'ajuste, de comment est-ce que le projet suit la tendance. Si un projet ne suit pas la tendance, ben c'est clair qu'il sera dépassé. Donc, pourquoi est-ce que Uniswap, depuis qu'ils sont arrivés, ils sont les leaders? Pourquoi ils sont toujours les premiers? Effectivement, parce qu'ils innovent. Ils créent des choses que d'autres personnes utilisent. Ils sont donc toujours en avance sur d'autres DEX. Les DEX qui arrivent peuvent vous proposer quelque chose qui est intéressant, mais quelques temps après, Uniswap propose quelque chose qui est bien plus intéressant. Or, ce sont des DEX qui ont déjà prouvé leur sécurité. Ils sont là depuis longtemps. Ils ne se sont pas fait hacker. Et du coup, on voit comment plein de DEX se font hacker tous les jours, plein de plateformes se font hacker. Et du coup, les gens seront plus rassurés de rester sur des plateformes qui étaient là avant et qui n'ont pas encore subi de hack. Ça, c'est un narratif qui est très intéressant encore, bien évidemment. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train de partir sur les meme coins et tout ça, vous allez toujours swapper sur les DEX. Vous allez swapper sur le DEX de la blockchain où le meme coin va se trouver parce que plein de ces meme coins, plein de ces shitcoins et tout ça ne vont pas se lancer sur des plateformes centralisées. Parce que ce n'est pas leur intention. Leur intention, c'est de vendre du rêve et prendre leurs petits bénéfices quand ils ont le vent en poupe et après, ils vont disparaître en fait. Et donc, le meilleur endroit pour cela, ce sont les DEX. Les gens lui ont posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas sur les DEX faire en sorte que les personnes qui listent les crypto-monnaies on ait un certain nombre de contrôles et tout. Ça, ce serait contre les principes des DEX. Les DEX voudraient qu'il y ait personne qui surveille, qu'il y ait personne qui régule.
Donc, s'il y a quelqu'un qui te dit, tu peux lister le projet, tu ne peux pas lister le projet, ce ne serait pas quelque chose d'intéressant. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'opportunités aussi, parce que plein de projets peuvent se lancer avec de petites liquidités, alors qu'ils ne pourraient pas se lancer sur les plateformes centralisées, parce que là-bas, on demande parfois beaucoup de capitaux pour lister les crypto-monnaies sur des plateformes centralisées. Et donc, se lancer sur les DEX, c'est gratuit en fait. Et ça fait donc que plusieurs projets peuvent voir le jour par là, commencer par là et arriver à un niveau où ça devient maintenant intéressant et ils vont maintenant être sollicités par les plateformes centralisées pour pouvoir se lancer. Donc les DEX n'ont pas besoin de ces régulations-là, ça dépend maintenant de la mentalité de ceux qui créent les projets derrière. Et si les personnes sont de mauvaise mentalité, on ne doit pas demander à d'autres personnes, comme ces personnes qui ont les DEX là, de devoir contrôler un certain nombre de choses parce que ça leur donner encore beaucoup de travail, alors qu'ils sont là en réalité pour offrir du service à la communauté. Donc, ça c'est un narratif qui est très fort, bien évidemment. Le deuxième narratif sur lequel je voudrais également qu'on se penche, c'est on est dans l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les gens ont besoin de la donnée. Les gens ont besoin de la donnée, ça veut dire qu'on a besoin de ressources pour traiter ces données. Et qui dit ressources pour traiter ces données, parle comme ça des grands ordinateurs, un peu comme le minage. Pour miner aujourd'hui, je vais refaire une vidéo là-dessus, bien évidemment. Je vous ai promis ça, donc ça arrive. Pour miner aujourd'hui, il faut beaucoup d'équipements. Et donc, pour faire l'intelligence artificielle, pour entraîner les modèles, il faudrait aussi beaucoup d'équipements. Et comme tout le monde est à la ruée de l'intelligence artificielle, il faudrait donc se poser la question, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi? Et je pense clairement que quand les gens sont en train de courir pour aller chercher de l'or, la meilleure chose à faire, c'est de vendre les pelles. Dans les projets qui sont en train de vendre les pelles, qui sont en train de vendre les ressources, vous avez vu comment Nvidia a beaucoup performé parce qu'il vend effectivement des pelles. Les gens vont utiliser ces pelles pour aller chercher de l'or. Donc lui, il n'est pas au niveau de l'or, bien que les gens peuvent acheter de l'or, bien évidemment, ou bien peuvent se faire de l'argent parce qu'ils ont trouvé de l'or, bien évidemment, mais celui qui vend les pelles, il va se faire aussi beaucoup plus d'argent en fait. Et donc, quels sont les projets qui vont effectivement dans le sens d'offrir des pelles, d'offrir des outils qui vont permettre aux gens de construire le modèle, aux gens d'entraîner le modèle, aux gens d'avoir des meilleures intelligences artificielles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces projets-là, ce sont des projets qui peuvent être intéressants en fait. Donc, on est dans le reward asset. Le reward asset, c'est une façon de décentraliser les infrastructures. Quand une infrastructure est centralisée, on peut aller dans les share economy. Et les économies partagées, ce sont des économies que j'aime personnellement. Et la Chine, bien évidemment, ils sont des pionniers dans ce type d'économie, que ce soit les maisons partagées, les vélos partagés, les véhicules partagés, ainsi de suite. Donc, l'électricité partagée, effectivement, il y en a déjà avec les grids, avec des projets qui vont décentraliser l'énergie. Que ce soit des projets qui vont aller dans les ressources physiques partagées, comme par exemple les ordinateurs. Quand vous avez un ordinateur, vous pouvez combiner avec d'autres personnes pour pouvoir offrir plus de puissance, que ce soit pour entraîner des modèles. On peut mettre des GPU, ainsi de suite, pour entraîner des modèles. J'ai même vu des projets qui vont dans le Wi-Fi partagé, où tu peux te connecter sur une plateforme, tu vends ton Wi-Fi, ta bande passante de ton Wi-Fi à d'autres projets qui en ont besoin pour faire transiter les données sur Internet. Donc, ces économies décentralisées, partagées là, ce sont des économies qui sont effectivement intéressantes et donc voilà une niche qui est aussi qui est bien évidemment aussi intéressante, sur lesquelles on est même déjà en train de surfer pendant ce bull run-ci en fait. Donc, autre narratif qui est aussi intéressant, et sur lequel, bien évidemment, plusieurs personnes y sont déjà, ce sont les shitcoins. Les shitcoins, c'est un narratif qui est devenu très fort aujourd'hui dans l'écosystème crypto-monnaie, qui brasse des tonnes d'argent et des decks se créent effectivement pour avoir beaucoup plus de meme coins, parce que les meme coins, ça fait transiter des volumes de transactions. Plusieurs personnes vont trader ces meme coins instantanément. Dès que c'est listé, plusieurs personnes traitent. Et après, on passe au prochain meme coin, ainsi de suite. Pour une blockchain, c'est intéressant. Pour le mineur, c'est intéressant parce qu'il y aura des frais de transaction à payer. Et qui dit frais de transaction, dit quelque chose qui est intéressant pour tester la blockchain, pour tester la robustité. Donc, comment est-ce que la blockchain peut réagir, ainsi de suite. Et il y a même certains blockchains qui sont en train de se créer uniquement pour les meme coins.
Parce que les meme coins, ce sont des éléments où on peut permettre à une grande quantité d'acheter et aussi des petits volumes. Et qui dit des petits volumes dit aussi des frais de transaction. Et quelqu'un ne peut donc pas acheter 10 dollars ou 5 dollars de crypto-monnaie et payer des frais de transaction de 1 dollar. Ça n'a pas de sens. Du coup, certains Layer 2 sont en train de se créer uniquement pour les meme coins. Oui, et vous imaginez que les types de ce genre de Layer 2, c'est uniquement pour réduire les frais de transaction. Un peu comme les projets de gaming. Quand un projet de gaming va créer son propre Layer 2, par exemple, ce n'est pas pour apporter forcément la sécurité et tout ça, c'est pour beaucoup plus apporter la scalabilité parce que eux, ils n'ont pas besoin de sécurité. Ils ont besoin de vitesse de transaction. Ils ont besoin de puissance. En fait, ils ont besoin de mettre beaucoup de transactions sur la blockchain parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent. Et voilà pourquoi ils vont créer leur propre Layer 2, en fait. Ce n'est pas pour autre chose, en fait. Et donc, quand les meme coins vont créer leur propre Layer 2 pour ce genre de choses, vous imaginez que c'est un narratif qui est très intéressant et il y aura des blockchains uniquement dédiés pour les meme coins. Est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont quitter les blockchains Ethereum et autres là pour aller sur ce genre de blockchain et rendre les blockchains du bas moins intéressantes? Ça peut aussi avoir un impact, bien évidemment, parce que les blockchains Ethereum et tout ça, ils ont beaucoup de liquidités, certes, c'est vrai, mais les frais de transaction font en sorte que ce n'est pas propice pour lancer certains types de projets. Mais des personnes qui veulent toujours des blockchains de choix vont toujours aller sur ce genre de blockchain parce qu'effectivement, c'est plus sécur là-bas. Donc, ça dépend de ce qu'ils veulent construire. S'ils ont besoin de sécurité, ils ne vont pas aller dans les couches qui sont beaucoup plus élevées. Ils vont aller dans des couches qui sont beaucoup plus basses parce que ces couches qui sont plus basses ont déjà une certaine sécurité qui n'est pas à démontrer, bien évidemment. Un autre narratif qui est aussi très fort pendant ce bull run-ci, ce sont des Layer 2 sur le Bitcoin. Vous avez vu, il y a tellement de projets sur le Bitcoin qui veulent faire en sorte que le Bitcoin soit scalable, comme mettre les smart contracts sur la blockchain de Bitcoin, les BEVM, Bitcoin Ethereum Virtual Machine. Donc, ils veulent créer une machine virtuelle pour Ethereum, ils veulent combiner comme ça, mettre les machines virtuelles au-dessus de d'autres blockchains, comme des projets qui vont mettre les machines virtuelles sur Solana, par exemple, comme les projets CoreDAO qui ont utilisé à la fois la technologie du Bitcoin et la technologie d'Ethereum pour proposer quelque chose. Ce sont des projets qui, à mon sens, vont apporter quelque chose qui est peut-être intéressant, bien évidemment, mais ce qu'on a besoin dans l'écosystème beaucoup plus actuellement, et plusieurs projets sont aussi en train de se faire là-dessus, c'est l'interopérabilité. Il y a tellement de projets qui sont déjà allés dans le sens de l'interopérabilité. Chainlink qui est le pionnier, les Layer 0, les A0, et bien d'autres crypto-monnaies comme ça qui vont dans le sens d'interconnecter les blockchains aussi facilement. Est-ce que ces projets ont plus de chances par rapport aux projets comme Cardano qui sont déjà en train, dans leur propre cœur, d'implémenter ces notions d'interopérabilité de façon native? Vous voyez que si une blockchain de façon native implémente l'interopérabilité, tous les autres projets qui vont implémenter cette interopérabilité, ça ne vaudra plus la peine en fait. C'est pour ça que j'ai dit, les anciens projets ne sont pas forcément des projets qui sont dépassés. Ce sont des projets qui doivent s'ajuster et proposer beaucoup plus pour être compétitifs. C'est comme vous avez une entreprise, vous avez un business. Si à un moment donné, vous n'êtes plus compétitif, votre business doit mourir. Donc, vous devez trouver des mécanismes pour vous ajuster, pour que votre business continue encore d'exister. Et c'est comme ça que plein de blockchains, ils sont en train de s'ajuster, ils sont en train de proposer des choses beaucoup plus intéressantes pour pouvoir déjà être plus compétitifs et apporter encore plus, bien évidemment. On peut se poser la question de savoir, est-ce que ces blockchains ont forcément besoin d'apporter tout ça parce qu'elles sont déjà un peu comme des blockchains mères. Et donc, tout ce qui se construit au-dessus, c'est beaucoup plus pour encore apporter à la blockchain principale. Oui, mais pas que, parce que ça peut être difficile de construire sur une blockchain et qui fait en sorte que plein de projets peuvent quitter cette blockchain pour aller sur une autre blockchain parce que construire sur cette autre blockchain est plus facile. C'est un peu comme aujourd'hui le Bitcoin et Ethereum. Pourquoi plein de projets ne construisent pas sur le Bitcoin? C'est parce que construire sur le Bitcoin est tellement compliqué en fait. Et donc plusieurs projets ne vont pas vouloir aller dans cette complication-là pour proposer quelque chose sur Bitcoin. Ils vont aller sur des blockchains où c'est déjà plus facile de proposer quelque chose au-dessus. Et voilà pourquoi les blockchains devraient également s'ajuster
pour apporter encore beaucoup plus de flexibilité. Et cette flexibilité-là va permettre à d'autres projets d'aller encore beaucoup plus loin pour pousser cette flexibilité-là, en fait. Si vous ne permettez pas à quelqu'un d'apporter une connaissance, c'est clair que votre connaissance sera limitée. Mais par contre, si vous êtes flexible et que vous êtes ouvert à de nouvelles connaissances, alors il y a beaucoup plus de choses qui peuvent arriver chez vous. Et c'est aussi pareil avec la blockchain. Donc il faut suivre les Layer 2 sur la blockchain du Bitcoin qui sont aussi intéressants. Il y a tellement de projets qui vont dans ce sens, les Babylon, les BAVM, les BB. Il y en a tellement qui vont dans ce sens et qui sont aussi à suivre. Si vous voulez une liste particulière des projets que j'ai évoqués dans les narratifs que j'ai évoqués, on a le channel privé où on en parle. Je ne vais pas ici étaler une liste de projets parce qu'effectivement, les gens vont aller acheter sans devoir faire leur due diligence, sans devoir. Et donc, je vais revenir dans une autre vidéo où je vais plutôt parler de certains projets. Je vais donner quelques projets avec ce qu'ils sont en train de construire, avec ce qu'ils apportent dans l'écosystème crypto-monnaie. Comme toujours, vous savez que je suis sur des projets qui veulent construire l'écosystème, qui veulent apporter une plus-value qui sera utile sur le long terme dans l'écosystème crypto-monnaie. Des projets qui sont là beaucoup plus pour construire quelque chose dans le sens de durée et non pas construire quelque chose dans le sens de surfer sur un narratif et après disparaître. Ce n'est pas ça le but de la chaîne. Le but, c'est d'apporter quelque chose de vraiment valeureux, de valeur en fait, aux utilisateurs qui prennent le temps de nous suivre, bien évidemment. C'était Elvis Konjo, j'espère que tu as appris quelque chose. Like et partage la vidéo, permettre à d'autres personnes de nous suivre, bien évidemment. C'est simplement un clic pour toi, mais c'est assez motivant pour nous parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a des personnes qui aiment ce que nous sommes en train de faire, bien évidemment. Si tu veux des formations, les liens sont en description de cette vidéo. Et bien évidemment, je mets encore ce bot No Worry dans votre radar. Si vous n'avez pas déjà le lien, c'est en description de cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bonne journée, ciao.